Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, une dystopie. La dystopie de l'écologie, ma dystopie de l'écologie. Alors même si c'est une histoire, cette histoire est basée sur des faits réels, évidemment. Et j'ai même utilisé des documents tels que le rapport du GIEC pour créer cette histoire. Peut-on vraiment parler d'une dystopie quand il s'agit d'une histoire qui potentiellement pourrait arriver, dont certains éléments de ce scénario pourraient avoir lieu, puisque effectivement j'ai utilisé des sources scientifiques comme le rapport du GIEC, je vous l'ai dit, mais d'autres articles ou liens que je vous ai mis dans la description. C'est une histoire qui débute depuis un moment. Le réchauffement climatique n'est pas de demain. Le réchauffement climatique nous frappe déjà depuis plusieurs années. En voici les chiffres. On voit ces courbes monter et commencer peu à peu à monter vers les années 1900 et s'accélérer vers les années 1960. On a connu aussi depuis des grosses vagues de pollution, c'est d'actualité aujourd'hui, la pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau, et évidemment la destruction de la biodiversité et des services écosystémiques qui vont avec, qui s'accélèrent aussi depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Et puis, comment parler d'écologie sans parler de pandémie actuellement ? Aujourd'hui, on ne peut plus nier les faits. Effectivement, il avait été déjà prédit que l'action de l'homme pouvait augmenter les pandémies, et pas juste à cause de la mondialisation, mais également à cause de l'empiètement de l'homme sur les zones naturelles, et évidemment à cause de l'élevage intensif qui permet de créer un pont entre les espèces sauvages, les maladies des espèces sauvages, et donc les maladies humaines. Les maladies sautent donc par ces espèces sauvages pour arriver directement à l'homme. Et puis je passe évidemment énormément de conséquences de l'activité humaine qui évidemment nous retombent dessus aujourd'hui. Et comment parler d'une dystopie de l'écologie sans parler de collapsologie ? Là où la collapsologie avant n'était qu'une histoire d'horreur pour faire peur aux enfants, aujourd'hui la collapsologie est une science. La collapsologie est une science qui essaye de nous expliquer comment l'humanité risque de s'effondrer, en tout cas la civilisation thermo-industrielle que nous connaissons aujourd'hui risque de s'effondrer et va très probablement s'effondrer de toute manière, puisque un jour il n'y aura plus de pétrole pour poursuivre cette civilisation thermo-industrielle. Et pourtant, on était prévenu à l'avance, on savait que tout ça allait arriver, les scientifiques sonnent l'alarme depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, mais les mesures prises n'ont pas été assez fortes. 2021. Alors que la Covid-19 frappe le monde entier, tout ce qu'on a en tête, c'est se dire vivement que la crise passe et que ça redevienne comme avant. Comme avant. Dans l'histoire, est-ce qu'il y a vraiment des dates où les choses ont été comme avant ? À chaque fois, l'histoire est nouvelle. Les choses ne sont pas similaires d'année en année, les choses évoluent. Il faut s'adapter à ce nouveau contexte. Une pandémie tous les 10 ans, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, dans le contexte de mondialisation et d'industrialisation que nous connaissons. Dans cette histoire, l'histoire que je vous raconte, il faudra attendre début 2023 pour que la Covid-19 soit maîtrisée, que les vaccins soient efficaces, que les antiviraux permettent aussi en curatif de soigner les personnes. La Covid n'a pas totalement disparu, mais il est possible désormais de revivre sans cette Covid. Mais cependant, les autres pandémies arrivent puisque notre mode de vie les favorise. Et ce n'est pas la fin de nos peines en ce qui concerne les problèmes sanitaires en 2023. De plus, le Covid n'a pas été sans conséquences. Une crise économique sans précédent touche aujourd'hui, en 2023,
l'humanité. 2030. Le réchauffement climatique frappe. On connaît les premières pénuries d'eau et on connaît même des canicules meurtrières, notamment sur les personnes âgées. Mais aussi, à cause de ces pénuries d'eau et de la baisse des productions agricoles, certains foyers ont du mal à obtenir de l'eau, ont du mal à se nourrir. C'était déjà le cas avant dans certains pays pauvres, mais aujourd'hui, de plus en plus de pays sont touchés et de plus en plus de personnes dans ces pays sont touchées par les pénuries d'eau et par le manque de production agricole. 2040. Certains pays comme l'Irak connaissent plus de 300 jours de tempêtes de sable par an et deviennent invivables. La sécheresse, les famines et la guerre génèrent des vagues d'immigration sans précédent. Vous imaginez bien qu'en Irak, si on a 300 jours de tempêtes de sable par an, les gens ne vont pas rester vivre en Irak. Et là, je prends l'exemple de l'Irak, mais ces prédictions sont faites pour une grande partie du Moyen-Orient. Sur la scène internationale, alors que les conflits pour les ressources se multiplient, le ton monte. Nous sommes à l'aube d'une 3e guerre mondiale, et celle-ci éclate et ne va pas que toucher les pays pauvres comme aujourd'hui, ou même si on parle de paix sans précédent en 2021, il y a pourtant des guerres. Mais ici, en 2040, les guerres font rage aussi dans les pays développés qui sont obligés de prendre part à ces guerres pour pouvoir garder la main sur certaines ressources. 2050. De nombreuses guerres ont éclaté un peu partout dans le monde. Le pétrole se raréfie, faisant exploser les prix, tout en maintenant évidemment des conflits pour ce dernier. L'humanité n'est pas prête pour l'ère post-pétrole. La crise économique, les conflits ont ralenti le développement durable et nous n'avons pas pu développer les solutions. La crise économique et les conflits ont ralenti les avancées du développement durable. Nous ne sommes pas prêts. 2060. Le climat global de la Terre a pris plus 4 degrés. Les sécheresses sont de plus en plus importantes. Et nous ne sommes pas dans un film hollywoodien. C'est bien la réalité. La sécheresse touche une grande partie du monde. Et une grande partie des zones deviennent incultivables ou inhabitables. Car il n'y a plus d'eau pour alimenter les villes. La désertification des espaces sauvages des zones cultivées rend très difficile les conditions de vie sur Terre, autant pour les hommes que pour les espèces sauvages. L'agriculture est en peine, plus d'eau, moins de terres cultivables, cela devient extrêmement compliqué de se nourrir. De plus, on connaît un emballement de la fonte des pergisols. Les pergisols, ces sols qui contiennent de grandes quantités de gaz à effet de serre emprisonnés dans la glace, fondent. La fonte de ces pergisols entraîne une libération conséquente de ces gaz à effet de serre. On parle de 2 fois la quantité de 2020. Il y aurait donc 2 fois la quantité de gaz à effet de serre emprisonnés dans ces sols qu'il y avait de CO2 en tout sur toute la Terre en 2020. Si l'intégralité de ces pergisols fond, le drame sera inévitable. De plus, dans ces pergisols, de très vieux virus étaient emprisonnés. Ceci n'est pas de la fiction. Certains de ces virus étaient déjà connus dès 2020 et on en parlait dans les rapports du GIEC qui n'ont pas été pris suffisamment au sérieux. Mais aujourd'hui, en 2060, les pandémies qui arrivent à cause de la fonte de ces pergisols sont plus virulentes que toutes les pandémies précédentes jamais connues. En 2020, le rapport du GIEC décrivait que seulement
28% des terres non gelées comprenaient des écosystèmes naturels, quand on parle du terrestre. Aujourd'hui, le reste de ces écosystèmes est soit devenu un désert, soit a été réquisitionné pour l'agriculture. Les forêts sont toutes coupées ou utilisées pour leur bois. Une perte massive des services écosystémiques a donc lieu. Pourtant, ces services écosystémiques valent autant d'argent qu'il y avait de PIB en 2020. Ces services écosystémiques sont donc indispensables. Il s'agit de la pollinisation, il s'agit de la séquestration du carbone, de la fixation du carbone par les plantes, de la création de l'oxygène par les plantes, du dioxygène. Il s'agit aussi de l'épuration de l'eau, notamment par les zones humides. Tous ces services écosystémiques sont dégradés et perdent grandement en qualité et en efficacité. Nous sommes en 2060 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous aurions pu être plus, mais les guerres, les famines, les maladies ont fait leur effet, et donc nous sommes environ 1 milliard de moins que ce qui était prévu. Cependant, ce nombre important de personnes, couplé avec la perte de surface cultivable, la perte de rendement due à la sécheresse, font qu'une famine mondiale sans précédent touche l'humanité. On connaît aussi à cette époque une très forte régression technologique. Effectivement, le manque de moyens pour se nourrir pousse les gens à investir plutôt dans des ressources pour pouvoir se nourrir, subvenir à leurs besoins primaires, mais les gens ne se préoccupent plus de se distraire ou d'avoir la dernière technologie, la dernière innovation. Et donc, automatiquement, les investissements dans la recherche et développement pour de nouvelles technologies sont réduits considérablement jusqu'à ce que la technologie en arrive même à baisser. 2070, les années passent. 2080, l'humanité, la civilisation qu'on connaît aujourd'hui est en déclin. 2090 et 2100. 2100, une date clé, le début du 22e siècle. En 2100, comme il avait été prédit dans le rapport du GIEC de 2020, avec les estimations les pires, nous avons pris plus 7 degrés par rapport à 2020. Effectivement, ces estimations étaient les pires, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports du GIEC, chaque année, ont des estimations de pire en pire. Donc 7 degrés, finalement, peut-être on aurait pu connaître pire. Mais 7 degrés, c'est énorme. Quand vous avez plus 5 degrés, parce que vous êtes malade, vous mourrez. Et là, la Terre a pris plus 7 degrés. L'humanité n'est pas morte, même si une grande partie des zones dans lesquelles on vivait en 2020 ont disparu. Ont disparu dans le sens où elles ne sont plus habitables. Et comme on peut le voir sur ce graphique issu d'un rapport du GIEC, le rapport du GIEC de 2020, on a des conséquences dramatiques sur un grand nombre de secteurs liés à l'environnement dès 5 degrés. Mais là, il s'agit de 7 degrés en plus. Imaginez l'ampleur des dégâts du réchauffement climatique en 2100. Le niveau de la mer a augmenté de 1,50 m en 2100. 1,50 m, cela paraît peu, mais pourtant, cela a suffi à déplacer des centaines de millions de personnes qui ont dû être évacuées des villes côtières. Ces personnes viennent s'ajouter aux milliards de réfugiés climatiques qui est connu en cette date. De plus, l'élévation du niveau de la mer, parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres, la mer engloutit des terres qui étaient autrefois cultivées, et donc la famine que connaît déjà l'humanité depuis une quarantaine d'années s'aggrave, s'accentue et se perdure de plus en plus violemment. Des boucles de rétroaction positive se poursuivent, réduisant de plus en plus la qualité de vie humaine.
Quand je dis boucle de rétroaction positive, je veux dire que le climat s'emballe, le réchauffement climatique s'auto-entretient. Bon, effectivement, la fonte des glaces blanches qui renvoyait la lumière du soleil et permettait donc de ne pas trop réchauffer les pôles a accentué le réchauffement climatique. La perte de forêt qui séquestre le carbone accentue la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. La fonte des pergélisols engendre aussi de grandes quantités de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère, ce qui emballe encore plus le climat. Cette histoire s'arrête ici. Évidemment, pour raconter une histoire qui se déroule jusqu'en 2100, il faut spéculer beaucoup sur les événements à venir. Ce que je vous ai raconté n'est pas ce qui va se passer. C'est une version que j'ai créée, que j'ai essayé de faire à partir de faits possibles, mais que j'ai très largement dramatisé. Ce scénario n'est pas une fatalité. Nous pouvons encore agir aujourd'hui, même s'il n'est plus possible d'éviter le changement climatique aujourd'hui. Il n'est plus possible d'éviter certaines conséquences du changement climatique aujourd'hui. Tout ce que l'on peut faire, c'est réduire au maximum le changement climatique pour espérer que de notre vivant et que nos générations futures n'aient pas à en subir les conséquences dramatiques que j'ai citées précédemment. Je vous mets les sources ici, les sources que j'ai utilisées pour la réalisation de cette présentation. Je vous les mets en description également. Et donc, merci de votre attention, merci d'avoir écouté cette présentation. Je vous invite, si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager pour me soutenir. Et donc, à une prochaine fois.